C'est super que tu m'emmènes dans ta cabine de projection. Depuis le temps que je te le demande. Je t'avais dit que quand tu aurais 13 ans, tu pourrais voir l'envers du décor. Et ça me fait très plaisir qu'on partage ce moment ensemble. Mais dis-moi, c'est quoi l'éducation populaire ? C'est une bien longue histoire. Je pourrais même dire une fabuleuse aventure. Comment pourrais-je te la raconter ? C'est le fruit de 60 ans de recherche, de projets, de création et de génération. 60 ans de travail et de concertation qui me permettent aujourd'hui de te raconter la folle histoire du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire. Viens, pour que tu comprennes mieux, je vais t'emmener là où tout cela s'est construit. Après des années de guerre et d'occupation, la France est à l'agonie, et sa jeunesse avec elle. Elles doivent toutes deux se reconstruire et faire face à de profonds changements. À travers la jeunesse, c'est d'abord son avenir que scrute une société française inquiète devant l'accélération de l'histoire. Dans les années 50, les jeunes comme toi cherchent leur place, et ils ont beaucoup de mal à la trouver. Si la définition de l'éducation populaire est toujours en débat aujourd'hui, comme elle l'a d'ailleurs toujours été tout au long de son histoire, c'est fondamentalement parce que l'éducation populaire, elle s'efforce de se construire en marchant, si j'ose dire. Alors pourquoi la jeunesse est-elle un enjeu important dans les années 60 ? D'abord pour une raison démographique, qui est qu'arrivent à l'âge de l'adolescence les classes nombreuses nées dans l'après-guerre, celles qu'on appelle les classes du baby-boom. Cette nouvelle vague démographique, elle arrive dans un contexte de transformation sociale importante. C'est la toute fin de l'exode rural, le basculement définitif vers une France urbaine, symbolisée par exemple par la construction des grands ensembles à partir de la fin des années 50, et le sentiment assez partagé qu'il y aurait une crise des générations, ce qui suscite d'ailleurs des discours très ambivalents, à la fois une certaine fascination pour cette jeunesse parce qu'elle incarne le renouveau, l'entrée de la France dans une modernité, et en même temps la crainte que les débordements de cette jeunesse menacent l'ordre social, d'où la polarisation par exemple sur les bandes de blousons noirs apparues à la fin des années 50, 1959. Sarcelles, Massy-Palaiseau, La Courneuve deviennent des noms familiers des Français. Conçus comme des solutions d'urgence, ces grands ensembles suscitent des espoirs, mêlés d'inquiétudes à propos de la vie sociale qui y régnera. La participation des jeunes et des adultes à la vie de la cité est l'un des combats privilégiés des associations d'éducation populaire. Des voix s'expriment pour réclamer les équipements nécessaires à la vie sociale. Alors dites-moi franchement, est-ce que ça vous semble important qu'il y ait cette maison des jeunes ? Très important. S'il n'y avait pas la maison des jeunes entre nous, qu'est-ce que vous feriez ? Les trois quarts, on serait tous en prison, je crois, en ce moment. Il faut reconnaître, quoi. Dans les années 60, on va voir une explosion importante de la notion d'éducation populaire qui va entraîner la création de mouvements, la création d'associations, la création de fédérations. Mais en même temps, ce qui va se créer, c'est des postes de professionnels. Et moi, étant issu des maisons jeunes de la culture, on a vu arriver des directeurs. Et puis aussi la notion d'animateur, qui n'était pas d'animateur payé, s'entend, et qui dès lors va entraîner une explosion de professions
nouvelles et qui vont permettre de répondre aux questions et aux besoins que se posent toutes les associations. Et ça, c'est vraiment un fait nouveau. La Maison des Jeunes et de la Culture de Colombes est située en pleine cité. Elle est une des plus belles des quelques 200 maisons de la région parisienne et compte près de 4000 adhérents. Son directeur Claude Dadebrangeau nous en parle. Cette maison comprend donc, nous retrouvons la notion de foyer, c'est-à-dire la possibilité de rencontre pour des jeunes après la journée d'école et de travail. Nous avons des activités de cours et promotion souhaitant redonner aux jeunes qui fréquentent cette maison la possibilité d'utiliser leur temps de loisir pour se perfectionner, pour acquérir peut-être une plus grande formation professionnelle. Maurice Herzog, à l'époque secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, constate l'urgence d'apporter aux problèmes posés par le développement de l'animation une solution permettant de financer les associations de jeunesse, d'éducation populaire et de l'action sociale. Cette initiative témoigne de la volonté de créer un lien fort entre les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile, afin de promouvoir l'éducation populaire et l'engagement citoyen. C'est là que les difficultés, si je puis dire, ont commencé. Parce que la Ligue de l'enseignement avait un principe que le ministère de l'Éducation nationale devait être le premier intervenant auprès des jeunes. Un autre principe que les animateurs de ces maisons devaient plutôt se trouver parmi les mises à disposition des fonctionnaires en fait, de l'Éducation nationale mis à disposition. Les MJC étaient sur une autre position, évidemment, c'était de recruter du personnel et de salarier ce personnel avec les fonds que les communes leur attribuaient. Mais c'est seulement en 1964 que cette cogestion entre État, associations et collectivités voit enfin le jour. Le FONJEP est né. Le FONJEP, Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, il s'inscrit dans une lignée d'organismes dits de cogestion. C'est une association, loi 1901. Le cadre associatif est jugé compatible avec l'esprit de l'éducation populaire qui s'efforce de s'inventer en permanence. La mission du FONJEP est de soutenir et de promouvoir les activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, en leur apportant un appui financier et technique. Il s'agit d'une part de leur accorder des subventions pour financer sur une période donnée des postes permanents, les bien connus postes FONJEP, mais aussi d'accompagner la professionnalisation du secteur, avec notamment des conseils et des formations pour la mise en œuvre des projets associatifs. L'éducation populaire comme démocratie vécue, comme pratique enracinée dans la vie quotidienne, afin de porter la parole de la jeunesse. C'est comme ça que le FONJEP naît et s'inscrit dans l'avenir, se transforme, se remet en question avec une volonté affirmée, celle d'être utile aux associations et au développement de leurs projets, pour expérimenter des nouveaux modes d'intervention. Et c'est de cette façon que le FONJEP se prépare à traverser l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont réussi à réunir tous ces gens pour qu'ils travaillent et qu'ils agissent ensemble. Oui, ils ont réussi. Mais cette aventure collective n'a pas toujours été simple, notamment en mai 68, où la France est secouée par des manifestations étudiantes sans précédent. Cette rupture fondamentale est formatrice pour l'éducation populaire. Militantisme et idées de progrès sont là pour faire bouger les choses. C'est incroyable. Et après? Les années 70 ont été marquées par une démocratisation de l'éducation, la montée de la participation citoyenne, de nouveaux courants pédagogiques et l'émergence de politiques publiques en faveur de l'éducation populaire, avec notamment la création du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a eu un impact significatif sur le développement de structures d'éducation populaire, comme les centres sociaux, les MJC, les maisons pour tous, ou encore les centres de vacances et de loisirs.
Les années 80, elles correspondent quand même en France à un moment un peu particulier où on a changé politiquement de donne. En tout cas, c'est ce que beaucoup pensaient. C'est dans cet espoir que les années 80 ont débuté. Cet élan d'espoir est renforcé quand Pierre Mauroy, ancien vice-président du FONJEP, devient Premier ministre en 1981. Son parcours souligne l'importance de l'éducation populaire dans la France du début des années 80. Il y a un immense espoir qui est suscité parmi les associations d'éducation populaire, qui va se traduire pour le FONJEP par une augmentation spectaculaire du nombre de postes en 81, 82, mais à partir de 83, une rupture importante avec le tournant de la rigueur, la manifestation que la France, comme l'ensemble du monde occidental, est entrée dans le néolibéralisme. Et après 1983, pour les associations d'éducation populaire, globalement, une politique de stagnation dans le meilleur des cas, voire de réduction des moyens. Ce que j'attends de lui n'est pas de mettre en œuvre je ne sais quelle forme d'austérité nouvelle, mais de continuer l'œuvre entreprise, adaptée à la rigueur des temps, pour que nous sortions au plus vite du creux de la tempête. Que se passe-t-il à la périphérie, dans les banlieues de ces grandes villes, pour qu'on en soit arrivé à ce jeu de massacre de générations qui se cognent contre le béton et le chômage? Dans ces années-là, on commence à voir s'affirmer sur la scène médiatique la figure du jeune de banlieue, issu de la deuxième génération d'immigration, que la France feignait de ne pas voir jusqu'alors. Alberto et Nasser sont deux immigrés de la deuxième génération. Ils ont 19 et 18 ans et n'ont aucune qualification professionnelle. Il y a quelques mois encore, ils zonaient dans la cité. Mais en février, ils ont pu bénéficier d'un contrat d'insertion. C'est la naissance des missions locales, de la politique de la ville. Les acteurs de l'éducation populaire se voient ainsi obligés de passer d'une logique plutôt centrée sur la culture et les loisirs à une logique qui est celle de la formation et de la mise au travail des jeunes. Ce sont des années marquées par de nouvelles angoisses collectives, comme celle du triomphe du libéralisme économique. Les années fric, la valorisation de l'initiative individuelle, alors même que les solidarités héritées de l'industrialisation sont battues en brèche par la crise économique. L'éducation populaire était, quand on parlait de l'avoir et de l'être, on était plus sur l'être que sur l'avoir. Et donc, venait faire un peu le pendant de cette société un peu où on se tournait vers soi. La démarche a été totalement changée dans la mesure où la notion d'éducation s'est effacée devant celle de consommation. Et je pense qu'il y a là un enjeu difficile pour les associations qui, justement, se réclamaient de l'éducation populaire et qui ont été finalement assignées à être prestataires de services. Et là, je pense que le projet d'éducation populaire a souffert et souffre toujours. Malgré tout, les combats du monde associatif perdurent. De nouvelles formes de solidarité émergent, comme la première marche pour l'égalité, la naissance des Restos du Cœur, ou encore les opérations coup de poing d'activistes au nom de la lutte contre le sida. On est dans la bonne voie, de toute façon. Faut marcher encore. Le FONJEP garde le cap, tout en suivant les mutations de l'époque. Il garde sa volonté de construire ensemble et de croiser les points de vue de tous les acteurs. Son travail avec l'État se renforce, tandis que celui avec les collectivités suit la dynamique de la décentralisation du pouvoir. Compte tenu des mutations qu'il y avait dans les années 80, on s'est dit qu'il n'est plus possible d'attribuer des postes du niveau national. L'enjeu, c'est de comprendre ce qui se joue sur un territoire et à partir de ça, de voir comment on répartit les moyens. Là, peut-être que les collectivités locales ne nous ont pas compris
et nous n'avons pas su communiquer pour leur permettre de le comprendre. Et elles nous ont réduites à une banque, peut-être à un apport financier, et non pas sur cet effet levier que pouvait constituer un post-FONGEP autour justement de l'analyse d'une demande sociale nouvelle ou renouvelée. Et ça, c'est dommage. C'est une histoire que je ne connaissais pas. Ça me semble si loin, et pourtant je me sens part de tout ça. Ça a été une lutte de tous les instants et un travail continu. Le monde n'a cessé de changer, profondément à l'aube du XXIe siècle. Au moment où chacun constate les délitements du lien social sur fond de mondialisation et de crise démocratique, quel peut encore être le sens de l'éducation populaire ? Cette forme originale d'accès au savoir et à la culture, par et pour le peuple, a besoin d'être rénovée pour donner à chacun les moyens de mieux participer à la démocratie. Au deuxième tour se retrouverait en tête Jacques Chirac avec 19,9% des suffrages exprimés. Jean-Marie Le Pen, c'est une énorme surprise. La jeunesse, de plus en plus inquiète, est absente de la scène politique, qui la déçoit. Une nouvelle pensée altermondialiste prend le dessus. Le premier forum social mondial a lieu en 2001, à Porto Alegre. L'éducation populaire s'internationalise, avec un échange accru d'idées, de ressources et de méthodes entre les organisations du monde entier. Peut-être comme d'autres années, mais en tout cas pour les années 2000, j'ai envie de dire un contexte un peu paradoxal, parce qu'on a en même temps de fortes attentes de la jeunesse sur le désir d'être plus impliquée. On voit commencer à s'organiser des formes d'organisation un petit peu différentes dans le militantisme, dans les mouvements sociaux. Heureusement, peut-être d'ailleurs, ce vent d'espoir de prétendre changer la société. À la fin des années 90, début des années 2000, du temps de Marie-Georges Buffet, il y a eu une opération qui s'est appelée « Offre publique de réflexion sur l'éducation populaire ». Il faut absolument faire quelque chose pour que les gens partout en France, les associations de tous bords, les professionnels de tous bords se retrouvent pour parler de l'éducation, de la politique de la ville, de l'insertion, de la prévention, de la pratique culturelle, etc. On a eu, je crois, 23 ou 24 cartons d'archives avec des propositions. Moi, je pense que l'enjeu pour l'éducation populaire, c'est l'enjeu de la modernité, c'est de rester toujours dans le coup, en fait. Les enjeux environnementaux et le développement durable changent à nouveau la donne. Les associations cherchent à sensibiliser les publics aux questions liées à l'environnement et à promouvoir des modes de vie durables. La transition numérique et l'émergence d'Internet ont permis la création de plateformes d'apprentissage en ligne, de forums de discussion et d'autres outils interactifs qui ont facilité l'accès à l'éducation populaire. Tout ce qui est Internet, ce qu'on dirait la digitalisation et toutes ces questions-là, c'est vrai que c'est une vraie révolution et je dirais rien d'original en disant que c'est à la fois le meilleur et le pire. C'est-à-dire qu'effectivement, le meilleur, parce que ça permet d'être... savoir ce qui se passe à l'autre bout de la planète, de pouvoir travailler avec des gens qui sont à distance. L'autre côté qui fait qu'on peut avoir un risque de repli sur soi. Mais le temps aidant, je pense qu'on est aussi dans une situation où chacun se rend compte que finalement, il a besoin de l'autre pour exister, mais peut-être aussi de le rencontrer, quoi. Le Covid, ça a été un moment assez marquant, en fait, je pense, à la fois parce que les associations, et notamment les associations d'éducation populaire, ont été au rendez-vous. Il a fallu s'adapter assez vite, et là, on a vu toute l'agilité, en fait,
je pense, des associations de l'éducation populaire, parce qu'elles sont appuyées sur des réseaux de bénévoles et de salariés qui ont l'habitude de travailler pour l'intérêt général et qui savent aussi justement sortir un peu des sentiers battus. Un certain nombre de méthodes qui pouvaient être un peu marginales dans des méthodes d'animation, voire un peu gadget, on les retrouve aujourd'hui dans des espaces, j'allais dire, plus classiques, comme s'ils avaient été un peu normalisés ou réintégrés, sans d'ailleurs, pour le coup, reconnaître que c'était issu de l'éducation populaire. Parce qu'on se plaît quand même assez régulièrement à ringardiser un peu l'éducation populaire. Et je pense que dans certains milieux, voire politiques, c'est assez déplaisant de reconnaître que ces méthodes modernes, finalement, sont issues de l'éducation populaire. Très souvent, les démarches d'éducation populaire menées par les collectifs ne sont pas qualifiées en tant que telles. Les nommer, les penser en tant que pratique d'éducation populaire, cela permet de les valoriser, de leur donner une réelle place, du temps et de les évaluer. Si on veut que justement aujourd'hui l'éducation populaire retrouve sa force et sa capacité à transformer, puisque c'est quand même une transformation, participer à une transformation sociale et être un levier de cette transformation sociale, eh bien, il faut que ça soit incarné et porté politiquement. Ce que je constate, c'est que c'est comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, il y a des associations, souvent des petites associations, ici ou là, qui font de l'éducation populaire, on va le dire comme ça, mais sans le savoir. Moi, j'avais envie de vous proposer de travailler autour de figures d'héroïnes, justement, des figures de personnages ou de personnes réelles, et qu'après, on essaye de réfléchir à un personnage que nous-mêmes, on aurait envie de créer. Aujourd'hui, on a mené un atelier enfants-parents, maman-enfant, parce qu'il n'y avait que des mamans. Ça nous semble vraiment important de pouvoir aborder avec les enfants la perception de pouvoir s'autoriser à penser à un avenir qui est différent que celui de leur quotidien et du coup de se dire, de s'autoriser. Voilà, il y a vraiment la question de s'autoriser à rêver et de penser plus grand. Il s'appelle comment ton personnage ? Superman Girl. Superman Girl. L'éducation populaire, pour moi, c'est aussi sortir des déterminismes sociaux ou autres, et le fait d'avoir des ateliers où le rêve est au centre de la réflexion, peut-être que ça permet des déclics ou des débuts de prise de conscience. En tout cas, c'est le souhait qu'on fait en proposant ces ateliers. Et donc, je me demande, comment peut-on construire l'éducation populaire de demain ? Et c'est quoi le FONJEP aujourd'hui ? C'est un trépied, le FONJEP, c'est les postes FONJEP depuis 1964. Donc on libère des moyens financiers au titre des ministères. Ça évolue depuis l'origine. On est aujourd'hui à 9000 postes, on devait être à 1000 postes pour le démarrage. On a le pôle des archives de jeunesse et d'éducation populaire, où toutes les têtes de réseau d'éducation populaire ont déposé leurs archives, ou vont le déposer, ou sont en train de les déposer. Et à partir du moment où elles les ont déposées, on a un comité scientifique qui va permettre de valoriser, de mettre en avant, de mettre en visibilité toutes ces archives qui sont déposées. L'objectif pour nous, c'est qu'un maximum de chercheurs puissent s'en inspirer, que des étudiants puissent également s'en inspirer, qu'on puisse, nous, en faire quelque chose de valorisé et que ça ne reste pas dans des boîtes poussiéreuses. On a ensuite le pilier de la solidarité internationale, où au titre du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Agence française de développement, on déploie dans tous les pays du monde des programmes, 5 programmes, qui permettent
du plus jeune au plus âgé de bénéficier d'engagement dans tous les pays du monde. C'est un rôle fondamental qu'ont le FONJEP en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, et c'est un partenariat qui existe depuis 30 ans, qui fait le lien entre éducation populaire et solidarité internationale. Et nous sommes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères très heureux de pouvoir compter sur le FONJEP pour mettre en œuvre le volontariat, notamment le volontariat de solidarité internationale qui est déployé dans les pays du Sud, donc les pays en développement. Les mouvements d'éducation populaire et le tissu associatif dans sa diversité qu'il constitue sont en fait au cœur de la démocratie locale à Rennes. Ce sont des mouvements qui travaillent historiquement en partenariat avec la collectivité, avec la ville de Rennes. On porte aujourd'hui un projet à la fois de transformation sociale et écologique qui répond finalement à l'urgence aussi d'un monde qui doit changer. Et aujourd'hui, ces mouvements-là sont nos premiers alliés en fait, pour mener ces chantiers de transformation à la fois sociale et écologique. Et en particulier sur cet enjeu-là, aujourd'hui, on travaille, on va dire, main dans la main avec le FONJEP dans le coportage de certains postes stratégiques qui œuvrent pour la cohésion sociale dans les quartiers rennais. Après mes études de droit, j'ai dû effectuer un stage de fin d'études. Je l'ai fait dans un cabinet d'avocats en droit des affaires, donc très mercantile. Ça m'a au moins aiguillé sur le fait que je ne voulais pas aller dans cette branche-là, je voulais dans une branche qui ait du sens, dans des métiers qui sont ouverts à tout le monde, qui parlent aussi jeunesse, qui parlent aussi de personnes à l'écoute et qui ont un vrai impact humain. La grande particularité de la gouvernance du FONJEP, c'est que pour qu'une décision soit prise, il faut qu'on tombe d'accord, quoi. Il faut que les acteurs institutionnels, pouvoir public, État et collectivités, et les associations tombent d'accord. Et ça, c'est extrêmement précieux et ça existe quasiment nulle part ailleurs. Et je pense que cette permanence de cet espace qui a traversé des crises terribles, des alternances politiques, des défiances manifestes entre acteurs, d'un côté association versus l'État, de l'autre des fois des collectivités, enfin voilà, on a pu traverser toutes sortes, et bien n'empêche que cet espace-là, il a toujours été préservé, il a toujours été là, et il a su répondre de manière intelligente, assez agile, assez fluide finalement, au sujet dont on l'avait saisi. Quand on se retourne et qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 60 ans, mais tellement de choses, tellement de vies qui ont trouvé de l'élan, de la confiance et d'une certaine manière, un chemin. L'éducation populaire construit autrement, en complémentarité des connaissances qu'on acquiert à l'école. Ça permet de prendre conscience peut-être de ses chances, de prendre conscience de la confiance à avoir en soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'éducation populaire, pour moi, c'est d'une certaine manière la sève des engagements. La question qui se pose finalement, c'est que les jeunes, ils héritent d'un monde qu'on leur a légué, qui n'est pas forcément aujourd'hui un monde idéal. Et je pense que notre rôle là-dedans, c'est d'arriver à les accompagner, à leur donner les clés, à leur donner des éléments de compréhension de ce monde, en leur permettant à un moment de prendre les espaces nécessaires, de se réapproprier aussi notre héritage, nos savoir-faire de l'EduPop, de les réinterpréter. Et je crois que c'est finalement comme ça qu'on va pouvoir travailler avec elles et avec eux à construire ensemble l'éducation populaire de demain. Voilà.